dans cette première partie, nous avons bien vu la situation au nord du pays, sur le territoire syrien, avec la reconquête du territoire syrien par le pouvoir syrien, par l'armée régulière syrienne, notamment la future reconquête probable dans la région d'Idleb, et la question du nord-est avec la présence turque à plus ou moins long terme. Dans cette seconde partie, nous allons plutôt aborder les questions d'ordre politique et surtout la question des tutelles étrangères et des influences des puissances régionales et internationales. Donc, première question, nous avons longuement abordé la question turque et la question du nord du territoire syrien. Pour ce qui est de la phase de la reconquête politique du pays, on a l'impression que la Russie joue un rôle évidemment un rôle central, et notamment avec la mise en place de ce qu'on a appelé un comité constitutionnel chapeauté par les Nations Unies. Est-ce que vous pensez que cette méthode peut fonctionner politiquement et que cette méthode aboutira à quelque chose, notamment une nouvelle constitution en Syrie? Alors effectivement, la Russie a mis en place ce comité constitutionnel, faisant plus de place aux différentes sensibilités religieuses, ethniques en Syrie. Il n'est pas question de remplacer Assad. On organisait des élections, enfin des élections libres en Syrie. Je pense que les Russes ne sont pas dupes. Ils n'ont pas envie d'avoir un véritable processus démocratique en Syrie. Donc c'est trouver le moyen de maintenir Assad au pouvoir avec une réforme à minima qui serait un peu plus inclusive au niveau du reste de la population. Enfin, on est dans une guerre civile, il y a un camp qui l'a emporté sur l'autre. La rébellion, l'opposition, elle reste encore à Idlib, mais la province d'Idlib sera reprise, et puis la plupart des opposants, de toute façon, ils sont loin aujourd'hui, ils sont réfugiés au Liban, en Turquie, en Europe ou ailleurs. Donc on ne va pas faire de place à une opposition au sein de la structure. Ça ne va pas être un règlement à la libanaise avec les accords de Taïf où on se partage le pouvoir. Là, il y a un camp clairement qui a gagné et qui exclut les autres. Donc dans ces conditions-là, la nouvelle constitution syrienne chapeautée par la Russie, l'ONU, ne peut être qu'assez cosmétique. Il y a un point sur lequel on peut avoir une évolution sensible, c'est sur la question de la décentralisation. Alors pas une décentralisation au niveau des provinces, parce que dans un pays aussi fragmenté que la Syrie, une décentralisation provinciale ne peut aboutir à terme qu'à de la partition. Et pour les Russes, les Iraniens comme les Turcs, décentralisation au niveau des provinces, c'est vraiment à proscrire. Ça veut dire fédéralisme, et donc il n'en est pas question, parce que ni l'Iran ni la Turquie n'ont envie ensuite qu'on leur impose un système fédéral qui verrait éclater également leur propre territoire. En revanche, une décentralisation à l'échelle des communes, des municipalités, ça c'est plus acceptable. Un, ça ne remet pas en cause le pouvoir central, et deux, ça permet de protéger les minorités, parce que c'est à cette échelle, à l'échelle des municipalités, qu'on a la réalité de la mosaïque communautaire syrienne. Donc les chrétiens, Mehardé, Ascalbié, dans les petites villes chrétiennes, peuvent se sentir protégés puisqu'ils maîtrisent leur destin. Ailleurs, les Arabes sunnites ont l'impression d'avoir leur destin en main parce qu'ils contrôlent également le politique au niveau local. Et puis, de toute façon, ils n'arriveront pas à se fédérer à un niveau plus élevé et la Constitution ne leur donnera pas la possibilité. C'est aussi une manière d'inclure dans ce nouveau pouvoir local les activistes, des gens qui ont une envie de réforme, une envie de faire changer les choses, et donc de les faire participer au pouvoir en leur donnant les moyens de gérer le pays au niveau local. Il faut dire que dans la phase de reconstruction qui va suivre les combats, le pouvoir central n'a ni les moyens, ni l'énergie, ni le personnel pour lancer une reconstruction. Donc il faut que ça se passe au niveau local. Et si cette reconstruction se passe mal, faute de moyens, il vaut mieux que le mécontentement de la population aille vers les municipalités, fusibles au niveau local, plutôt que ça remonte au niveau national, au niveau central.
Et il faut savoir que la loi sur la décentralisation était en gestation entre 2009 et 2011. Bon, ça a été bloqué avec la guerre, mais c'est quelque chose que le gouvernement syrien garde en réserve dans le cadre de futures négociations au niveau international pour être de nouveau relégitimé, avoir une normalisation qui peut contenter l'Europe, qui peut contenter différents acteurs et lui permettre de bénéficier de soutiens internationaux. Donc on va avoir un processus politique qui va se mettre en place, qui ne remettra pas en cause Bachar el-Assad et son système, mais qui pourra apporter des modifications dans la gouvernance locale. Alors, nous avons abordé la question du nœud turc, on va dire, au nord du pays. Il y a dans le sud du pays un autre nœud finalement qui est tout aussi important, peut-être probablement plus important encore. C'est la question des relations entre Israël et ce que l'on appelle l'axe de la résistance sous tutelle iranienne, on va dire. Est-ce que vous pensez que la probabilité d'un véritable conflit militaire entre Israël et cet axe est grande? Et est-ce que vous pensez que la décision américaine, finalement, qui est le principal allié des Israéliens, la décision américaine de quitter le territoire syrien, va pousser à une réaction plus ou moins rapide des Israéliens pour éviter un enlisement futur? Aujourd'hui, au Moyen-Orient, au Levant, on a la création d'un axe pro-iranien. Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth, tout ça, ça appartient à un axe pro-iranien. Une continuité territoriale qui permet à Téhéran de quadriller le territoire, d'envoyer des troupes, de faire passer des armes vers la frontière, enfin, vers la proximité d'Israël. Donc effectivement, ça inquiète énormément les Israéliens. Les Israéliens n'attendront pas que l'Iran soit en capacité en Syrie, au Liban, de faire énormément de dégâts à Israël. Détruire Israël, ce serait quand même difficile, mais en tout cas faire des dégâts sérieux. Donc ils lanceront forcément une guerre préventive comme ils savent le faire. Tout savoir quand est-ce que ça se produira. Pour l'instant, donc, il y a encore la guerre en Syrie. Donc les Israéliens ont plutôt intérêt à attendre que l'Iran, l'armée syrienne, le Hezbollah soient encore affaiblis par les combats à Idlib, par exemple. Alors il y a des troupes américaines sur le terrain, donc effectivement, Trump n'a pas trop envie que ces troupes soient prises en otage en cas de guerre entre l'Iran et Israël. Donc ça peut être aussi un frein à l'offensive, une offensive israélienne. Est-ce que la Russie est en mesure d'empêcher l'Iran de se renforcer en Syrie? C'est un petit peu l'objet des négociations entre Netanyahou et Poutine. Poutine étant conscient du danger, il n'a pas envie qu'une offensive anti-israélienne de la part de l'Iran ruine ses efforts au Moyen-Orient. Il a besoin de l'Iran, mais il n'a pas besoin que l'Iran attaque les Israéliens. Donc voilà un petit peu la situation dans laquelle on est. Du côté des Israéliens, on est persuadé qu'on va à la confrontation, que ça arrivera tôt ou tard. Donc du côté israélien, on est persuadé que la confrontation arrivera tôt ou tard. Tout dépendra évidemment des informations des Israéliens quant à l'arsenal militaire dont dispose le Hezbollah, dont disposent les Iraniens en Syrie. Le Hezbollah étant l'une des principales composantes de cet axe de la résistance, évidemment, on sait qu'un tel conflit aura aussi des répercussions sur le sol libanais, sachant que le Liban a un nouveau gouvernement où le Hezbollah tient une place plus ou moins importante, avec un allié politique qui est à la tête de l'État. Quelles conséquences pourrait avoir une telle action militaire israélienne sur le paysage politique libanais et sur le Liban en général? Alors même si le Hezbollah ne se met pas en avant politiquement au sein du gouvernement libanais, il est clair que c'est lui qui fait les rois au Liban, c'est lui qui domine le Liban. Et d'ailleurs c'est pour ça que le Liban est resté stable, c'est parce que le Hezbollah est tellement puissant que aucun adversaire, aucune milice n'ose l'attaquer finalement. En 2013, il y a eu des attentats dans la banlieue sud de Beyrouth, le Hezbollah a répliqué par des attentats
à Tripoli en accusant Israël de l'avoir fait, comme d'habitude, mais ça s'est vite calmé. Donc, le Hezbollah libanais aujourd'hui est passé du stade d'une petite milice libanaise anti-israélienne à un acteur régional. Il est intervenu en Syrie, on sait qu'il intervient aussi au Yémen, qu'il est capable de former des milices sur son modèle au Yémen, en Syrie, en Irak. Il est monté en gamme parce qu'avec la guerre en Syrie, maintenant, il travaille avec l'aviation, il travaille avec des missiles, avec des armements extrêmement perfectionnés. Donc c'est un acteur dont se méfient énormément les Israéliens, et un acteur qui est devenu beaucoup plus dangereux qu'en 2006. Donc si guerre il y a, ça portera évidemment sur le territoire libanais, et ça risque d'être beaucoup plus destructeur encore que durant la guerre de 2006. La question est de savoir qu'est-ce qui se passera ensuite. En 2006, le Hezbollah a été à peine égratigné, il est ressorti auréolé de sa victoire contre Israël, puisqu'Israël n'a pas réussi à arriver jusqu'à son but, c'est-à-dire détruire le Hezbollah, et ce qui a permis au Hezbollah finalement de prendre le contrôle du Liban. Donc, quelle sera la situation post-conflit au Liban? Ce qui a changé au Liban, c'est qu'aujourd'hui, on a finalement une majorité de la population libanaise qui est sunnite, puisque avec 1,5 million de réfugiés syriens, l'équilibre communautaire a été bouleversé, et les chiites libanais qui étaient la première communauté, finalement aujourd'hui ils se retrouvent en deuxième position, puisque sunnites libanais avec une très forte croissance démographique, plus les réfugiés syriens, on a quasiment la majorité de la population libanaise qui est sunnite. Des réfugiés syriens, dont certains évidemment sont des anciens rebelles, sont proches de l'opposition, qui peuvent être achetés par les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite, pour former des milices anti-Hezbollah. Et ainsi le Hezbollah se retrouverait entre le marteau israélien et l'enclume sunnite au Liban. Mais bon, ça peut être un calcul d'état-major, mais à quel terme, quoi? Est-ce que c'est l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans? Mais en tout cas, voilà dans quelle configuration aujourd'hui se trouve le Hezbollah au Liban. On peut dire que le Moyen-Orient, aujourd'hui, est dans la situation de l'Europe au XVIIe siècle, lorsqu'on a eu la guerre de 30 ans. Petite guerre qui a commencé en Bohème, entre catholiques, protestants, calvinistes, etc. Et puis qui a été ensuite récupérée par la géopolitique régionale et internationale. Avec des alliances contre nature, Richelieu s'appuyant sur les protestants allemands contre l'Autriche catholique, etc. Là, c'est exactement ce qui se passe au Moyen-Orient, avec deux grandes puissances que sont l'Iran et l'Arabie Saoudite qui s'affrontent, utilisant évidemment des différentes communautés, alors plutôt des chiites pour les Iraniens, plutôt des sunnites pour les Saoudiens, mais enfin on n'est pas à l'abri non plus d'alliances entre guillemets contre nature, avec des pays, des outsiders, Israël, Émirats Arabes Unis, Qatar, Turquie, qui n'est pas vraiment un outsider, mais enfin qui se projette quand même pas trop au-delà de sa périphérie immédiate pour l'instant, qui essaie de s'emparer de la région, de dominer la région. Et puis, depuis 2015, le retour de la Russie dans cette région, avec une forte alliance avec l'Iran, une alliance qui dépasse le cadre de la Syrie, parce que pour la Russie, il s'agit de revenir dans le jeu international. Il s'agit de domestiquer l'Arabie Saoudite, le grand régulateur mondial des cours du pétrole, parce que c'est extrêmement important pour l'économie russe et la puissance russe d'avoir un pétrole cher. Et puis également dominer la Turquie, qui ne doit pas être un carrefour énergétique indépendant de la Russie. Donc le Moyen-Orient 2019-2020 et les années futures, c'est vraiment ça. C'est une alliance très puissante entre la Russie et l'Iran. Un Iran qui a réussi à construire un axe au Levant, qui ferme donc le Levant à l'influence des pays du Golfe. Et puis on voit poindre aussi un autre danger, en tout cas pour l'Occident, c'est la Chine, dans la Corne de l'Afrique, à Djibouti. Un axe chinois, ces routes de la soie, pour l'instant économiques, mais qui peuvent devenir aussi des routes militaires, géopolitiques, qui font le pendant de cet axe russo-iranien au nord, et qui finalement aujourd'hui encerclent le Moyen-Orient dans cette tenaille, Russie au nord et Chine au sud.
merci beaucoup à Fabrice Balanche. Je rappelle que Fabrice Balanche est un spécialiste de la Syrie. Son dernier livre s'intitule Sectarianism in the Syrian Civil War. Il n'a pas encore été traduit en français. On pourrait le traduire par le confessionnalisme dans la guerre civile syrienne. Donc merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ASMA Labs TV.